C'est l'heure du sonneur. Oui, comme je vous le disais, depuis l'attentat dans la salle de concert près de Moscou, les commentaires occidentaux vont bon train, hein. Il y a un sujet que l'on n'avait pas encore, nous, abordé ici sur Toxin, et celui de la torture. Lors de l'audience des suspects dans le tribunal de Moscou, dimanche soir, les terroristes présumés sont arrivés en très mauvais état, il faut le dire. L'un d'eux avec un bandage blanc à l'oreille, un autre est arrivé sur une chaise roulante, les yeux fermés. Inconscient visiblement, un autre avait un sac plastique autour du cou. Tous avaient, le visage boursouflé, des marques visibles de coups. À tel point d'ailleurs que, beaucoup de médias en ont fait, évidemment leur sujet, mais le magazine Marianne est allé jusqu'à s'interroger sur la nouveauté de cette mise en scène de torture qui, je cite le magazine, «n'est pas nouvelle en Russie». Voilà. Pourquoi une telle mise en scène? Voilà ce que se posait comme question le magazine Marianne. Eh bien, nous, en tout cas, on va chercher, plutôt que de comprendre aussi la mise en scène, peut-être aussi, mais à comprendre aussi comment on fonctionne chez nous avant, d'aller dénoncer les autres. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour Clémence Oudiakova. Et merci Bonjour. beaucoup d'être, avec nous. Vous êtes, je le rappelle, avocat, docteur en droit, enseignant à l'université de Strasbourg et auteur notamment de, «Le totem de l'état de droit» aux éditions L'Artilleur et puis dernièrement, «Le référendum impossible, comment faire taire le peuple» aux éditions L'Artilleur également. Alors je vous laisse, nous proposer cette analyse ou plutôt ce rappel des faits, occidentaux. Alors, vous savez, on a en fait, on a avec la guerre en Russie, on découvre, on redécouvre, on redéploie des j'ai pas envie de faire l'intello de service le matin, mais des schèmes de pensée, vous savez, qu'on a déjà vu par le passé, sur la question de du terrorisme, des attentats et cetera. Ça fait quand même un bout de temps qu'on vit sous l'égide de tout ça et en fait, sur la question de la torture, mais pas seulement, il y aurait beaucoup à dire sur énormément de choses. Mmh. En fait, on a une matrice très éclairante, qui, à mon avis, doit être, remis en avant, c'est la question américaine, la question de Guantanamo et cetera. Notamment parce que j'entends et je vous avoue que j'ai eu l'occasion de le développer face à, une personne qui m'a un petit peu tensé, parce que j'ai essayé de lui rappeler que les démocrates de service aujourd'hui qui nous disent, «Ce que fait la Russie, c'est épouvantable, je suis très heureux et fier d'être un démocrate parce que nous ne ferions jamais ce genre de choses». J'ai juste rappelé qu'une grande démocratie comme les États-Unis l'ont fait il y a 20 ans et l'ont fait de façon froide, méthodique, raisonnée, juridique, politique, avec des armes, des outils, je veux dire, créés et d'ailleurs dont ils ne sont jamais complètement sortis, 23 ans plus tard, parce que Guantanamo existe toujours, Barack Obama ne l'a pas fermé et etc. Alors, Et on peut parler de Julian Assange aussi, c'est une forme de torture. exactement, Julian Assange par exemple, mais si vous voulez, il y a vraiment, on est rentré dans une ère comme ça, gouvernée par des méthodes, ce qu'on appelait à l'époque des interrogatoires coercitifs, hein, une méthode un peu particulière pour parler en réalité de la torture. Et en fait, on vit des échos de cela, vous voyez, constamment, et on le revoit, mais sauf qu'on a un peu oublié notre propre rapport en fait à la violence. Mmh. Alors, ce qu'il faut savoir, parce qu'on parle aujourd'hui de la Russie, on parle dans un contexte chaud, on a peu d'images, ou des images que d'aucuns mettent en cause. On ne sait pas exactement ce qui sort du Kremlin, je veux dire, ce qui est authentifié vérité ou ce qui est authentifié Poutine vérité, c'est quand même très Mmh. compliqué. Donc, par-delà ce sac de nœuds, en fait, ce qui me paraît intéressant, c'est que donc, quelques jours après les attentats de Moscou, enfin de l'attentat en Russie récemment, Mmh. on a donc des prévenus qui ont été passés à tabac. On a manifestement un type qui a perdu une oreille, enfin, et qu'on a forcé à manger d'ailleurs, semble-t-il. Enfin, on a tout ça. Alors en fait, il faut bien comprendre que le 11 septembre, quand les États-Unis sont touchés, ils mettent 5 jours, c'est pas beaucoup quand même, hein, Mmh. ils mettent 5 jours pour construire l'armada politico-juridique de ce qui va devenir la guerre contre la terreur. 5 jours. Encore une fois, on ne peut pas dire qu'on ait pris 2 ans pour réfléchir. Et dans la foulée, petit à petit, on a développé aux États-Unis en 2001 une théorie de la torture qui s'appelait en réalité une théorie des interrogatoires coercitifs, qui était fabriquée par une pelletée de juristes et de politistes qui bossaient avec dans l'administration Bush ou pas loin, on va dire, et qui ont qui ont déployé une véritable, comment dire, théorie légale. Hein, alors au mépris du droit international, hein, évidemment, mais une espèce de théorie légale en droit américain de la façon dont on peut se prémunir au nom du terrorisme de toute notion de droit de la défense pour pratiquer une vingtaine de méthodes, je veux dire musclées, voire très musclées, qui relèvent évidemment de la torture à l'échelle du droit international et qu'on a pratiqué pour faire parler les gens,
que ce soit dans les fameux black sites, donc les sites noirs de la CIA à travers le monde, ou dans les geôles de Guantanamo, donc dans les mois qui ont suivi les attentats. Et il y a deux choses qui me paraissent intéressantes. Encore plus, mais il y a déjà deux leçons. D'une part, on a eu une démocratie qu'on peut largement contester dans plein de domaines. Je veux dire, on a une démocratie qui, depuis, a vu l'alternance venir avec Barack Obama, a vu quand même une sacrée alternance venir avec Donald Trump, qui d'ailleurs revient aujourd'hui pour être réélu, etc. Et donc, on a donc une telle démocratie, quand même pleine de vitalité, on va dire wokiste aujourd'hui, d'une certaine manière, malheureusement peut-être, mais qui a pratiqué le pire sans devenir pour autant un monstre autoritaire sur 200 ans d'âge. Ça Mmh. veut dire qu'il y a eu une période où ils ont réfléchi au pire sans devenir forcément le monstre absolu dans les décennies qui ont suivi. Donc il y a déjà pour moi matière à réflexion là-dessus. Mais surtout, la grande matière à réflexion, c'est qu'on a donc encore une fois une démocratie qui réfléchit calmement, avec des gens instruits, avec des juristes de haut vol. Je vous avoue que moi j'ai lu toute cette littérature il y a quelques années, c'est loin d'être inintéressant, qui, si vous voulez, prennent le contre-pied de toutes nos méthodes de pensée au nom du terrorisme pour dire, bah, finalement, on a le droit de commettre le pire pour des motifs de sécurité nationale. Est-ce que les résultats ont été tangibles? Il y a beaucoup à dire derrière, hein, mais si vous voulez, on peut se départir Mmh. de beaucoup de nos raisonnements que nous tenons un peu trop facilement lorsque nous oublions à la fois l'histoire de l'Occident, notre rapport à la violence et la façon dont les démocraties elles-mêmes réfléchissent ce rapport-là. Alors, est-ce que, par exemple, vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous avez pu lire dans ce rapport, dans ces théories, dans ces méthodes musclées proposées par les Américains, pour régler les problèmes de sécurité nationale? Alors, alors il y a comme je vous disais, alors je crois de mémoire qu'il y a 18 méthodes qui Mmh. étaient, «légalisées» entre guillemets. Dans ces 18 méthodes, on a notamment, vous savez, on l'a beaucoup vu notamment dans des séries télé, les Français connaissent cette méthode, hein, par le biais de 24 heures chrono et ce genre de choses. On a le waterboarding, qui est cette méthode de la serviette mouillée, je veux dire qu'on fiche sur le crâne d'un type pour l'étouffer en fait. Donc c'est une sensation de noyade Mmh. par serviette humide. On a également tout ce qui est, vous savez, caisse de privation sensorielle. Vous foutez un type dans un caisson et en fait vous lui faites perdre tout rapport au réel en fait en quelques heures en coupant du monde, ce qui fait qu'il ressort complètement perdu de tout repère Mmh. et souvent ils ont tendance à parler. Alors évidemment, loin de moi l'idée de vous défendre ces méthodes ce matin, c'est pas ce Mmh. que je dis. Mmh. Par contre, il y a deux choses qui m'ont intéressé dans cette littérature. Premièrement, et on aurait peut-être à y réfléchir aussi, je veux dire, c'est que en fait, l'erreur que les Américains admettent en plein milieu on va dire de ce foutoir organisé à l'époque, c'est que d'une part, ils n'ont pas mis en place de véritables chaînes de commandement. Ce qui fait que la torture était pratiquée par des sous-fifres ou par des deuxièmes classes qui parfois étaient très peu rompus, je veux dire, à la difficulté psychologique de ce genre de choses. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passait? Il s'est passé des espèces de séances d'humiliation folles du type Abu Ghraib, vous savez, avec les prisonniers qui avaient été, on a mis un collier de chien et on les a Ouais. humiliés de façon absolument Oui, oui, invraisemblable dans mmh, cette oui, il y a des prison. images qui ont été ressorties, qui sont assez terribles, évidemment. Terrible. Et en fait, ça, Mise à si nu, vous voulez, évidemment, collier de chien, les traînées, enfin, mmh. exactement. Et ça, c'était une perversion entretenu par des gens qui n'ont pas du tout suivi les mémos, comme on disait à l'époque, les recommandations, je veux dire, les guidelines, hein, si vous voulez, de la chose, parce qu'en fait, on l'a fait n'importe comment. Ce qui fait qu'on laissait des gens gérer la chose alors qu'ils n'étaient pas rompus à la difficulté, je veux dire, c'est une vraie difficulté psychologique en réalité, hein, Mmh. de pratiquer cela sans verser dans la perversion. Donc Mmh. ça, là, on a déconné, ils ont déconné plein tube. Deuxième chose qui est intéressante quand même, et ça, on a un mal fou à l'admettre vous savez ce que c'est? Parce que c'est très dur à admettre, c'est que dans pas mal de cas, on a eu évidemment des exactions invraisemblables. Le waterboarding a été si bien ou si épouvantablement mené qu'un type en a perdu un œil après je ne sais combien de dizaines de séances en quelques semaines. Mmh. Donc, évidemment, ça c'est le pire. Le problème, c'est qu'en même temps, on a arrêté des attentats grâce aux interrogatoires pratiqués, notamment à Guantanamo. Alors le Mmh. problème, c'est toujours le même, c'est que nous, on dit souvent ça ne sert à rien et en plus nous allons ressembler à des monstres. Mmh. Le problème, c'est qu'on ressemble épisodiquement à des monstres, mais que parfois aussi, ça sert à quelque chose. Mmh. Donc c'est très compliqué d'avoir une espèce, vous savez, de doctrine morale absolument toute faite, parce que je pense que dans les temps qui viennent et dans les décennies qui viennent, nous allons devoir passer par des moments où où nous aurons on va dire des critères ou des standards bien éloignés à ceux d'un État en paix que nous étions pendant des décennies.
Mmh. Ouais, ouais, non, c'est très intéressant en effet et pour conclure, parce qu'il nous reste peu de temps, mais c'est vrai que vous voulez dire que finalement cette balance entre la sécurité et la violence, là pour le coup «légitime» entre guillemets d'un État, va devoir être réévaluée. Après, comme vous le dites, les Américains, n'ont peut-être pas été dupes et ne le sont pas encore. Oui, ils ont encore Guantanamo, c'est peut-être plutôt le problème, du côté de nos médias et de nos commentateurs. Ah mais alors d'une part effectivement vous avez raison Clément, c'est exactement ça et d'ailleurs les Américains le disent, hein. C'est une balance, réelle, un équilibre à trouver entre sécurité et liberté, entre sécurité et violence et cetera. C'est des balances à réajuster. Mmh. Cette balance, elle est en train d'être réajustée en Occident, mais on est encore très naïf par certains aspects et surtout, à mon avis, on a tellement oublié que cette violence intrinsèque existait, que la sécurité est fondamentale, que l'État a le monopole de la violence légitime, on l'a tellement occulté qu'on en est venu à devenir un peu béni oui oui et à jeter absolument tout sur l'autel de la morale. Et deuxièmement, sur la question des médias, le problème il est que Guantanamo, un mot peut-être pour conclure effectivement sur Guantanamo, c'est que Barack Obama avait juré ses grands dieux, les grands dieux qu'il fermerait Guantanamo, il s'était engagé à fermer Guantanamo. Et vous savez ce qui me frappe toujours, Clémence, c'est les paroles de son ministre de la Justice à l'issue des 2 mandats d'Obama. D'un côté, Obama, vous savez, il avait eu des grandes larmes de crocodile en disant qu'il n'arriverait jamais, qu'il n'a pas pu réussir à fermer Guantanamo. Mmh. 2 jours plus tard, son ministre de la Justice dit la chose suivante froidement, dans un entretien passé un peu sous silence, c'est que on ne fermera jamais Guantanamo parce que certaines personnes qui y sont ne pourront jamais être libérées parce que s'ils sont libérés, ils recommenceront demain. Mmh. Donc, alors peut-être que c'est une poignée d'irréductibles radicaux, et il n'empêche, voilà où en était la parole publique démocrate avant même l'arrivée de Donald Trump. Ouais, c'est absolument passionnant. Beaucoup de choses à dire encore sur cette violence d'État, violence légitime. Et en tout cas, pour le moment, nous, on la trouve légitime s'il s'agit de lutter contre l'ennemi d'État et pas contre les résistants de l'intérieur. C'est parfois aussi ce qu'on interroge ici sur Toxin. Merci beaucoup, Guilain Benessa. Je rappelle votre dernier livre, Le référendum impossible, comment faire taire le peuple, aux éditions L'Artilleur. Et à très bientôt. Et